Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a appelé ce lundi 6 mars les Iraniens à ne pas se sentir faibles et à montrer leur puissance s'ils veulent dissuader l'ennemi. Évoquant la guerre imposée par l'Irak à l'Iran, le guide suprême de la révolution islamique a déclaré que cette guerre nous a été imposée car l'ennemi nous a sous-estimés. Ne vous montrez jamais en position de faiblesse et faites toujours preuve de pouvoir, a-t-il fait remarquer. Les problèmes économiques du pays ont également été évoqués par le guide suprême qui n'a pas manqué de rejeter certaines approches qui présentent un Iran faible sur le plan économique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté Bahreïn à éviter le jeu du blâme et à respecter les droits des citoyens. S'exprimant lors d'une conférence de presse hebdomadaire, Bahram Ghasemi a déclaré que Manama doit opter pour l'interaction et le règlement politique plutôt que de réprimer les groupes et les gens de Bahreïn. Ailleurs dans ses remarques, Ghasemi a déclaré que l'Arabie saoudite essayait en vain de construire un consensus contre l'Iran, exhortant les responsables de Riyad à changer leur approche. Il a également déclaré que les relations diplomatiques de l'Iran avec l'Arabie saoudite n'ont rien à voir avec la question du Hajj. Il a dit que les responsables de pèlerinage iraniens suivent la question du Hajj lors de réunions avec les autorités saoudiennes. En Irak, les forces armées ont fait main basse sur un pont stratégique sur le Tigre depuis où diverses opérations pour la libération du nord de Mossoul étaient effectuées. Al-Horeya est le second pont stratégique à être sécurisé par les forces irakiennes depuis le mois dernier. Tous les 5 ponts du Tigre avaient été pris par les terroristes de Daesh. La reconquête, mais aussi la réparation de ces ponts faciliterait la tâche aux troupes gouvernementales et aux forces alliées qui avancent du côté ouest de la ville. Les forces unies tentent désormais d'atteindre la vieille ville depuis le front sud et ont déjà fait leur chemin dans plusieurs quartiers dans le secteur central de l'ouest de Mossoul. La plupart des bâtiments de l'État et du gouvernement sont situés dans la partie de la capitale provinciale de Ninive. Mossoul a été la capitale de facto de Daesh en Irak depuis sa chute aux mains des terroristes en 2014. Sa libération devrait porter un énorme coup aux terroristes. Le nombre total d'habitants de Mossoul déplacés depuis le début de l'offensive contre la ville en octobre dépassait dimanche le seuil des 206 000 contre 164 000 en février, a précisé l'OIM. L'armée irakienne a repris le contrôle de la partie orientale de Mossoul en janvier après 100 jours de combat et lancé le 19 février une offensive contre les quartiers à l'ouest du Tigre. 3 militaires saoudiens ont été tués lors d'une embuscade des forces yéménites contre un véhicule militaire. Un commandant yéménite confirme la mort des soldats saoudiens qui se trouvaient à bord de l'engin. Le véhicule militaire ayant été pour cible est totalement détruit dans la ville frontalière de Najran, près d'un poste militaire saoudien. Les forces armées du Yémen ont déjà mené des attaques similaires au cours des derniers mois en représailles au bombardement par Riyad des villes et des villages yéménites. Depuis le début des attaques de l'Arabie saoudite contre le Yémen en mars 2015, plus de 12 000 civils ont été tués, dont beaucoup sont des femmes et des enfants. L'hebdomadaire Spiegel vient de faire état du chiffre de 910 terroristes allemands partis dans les zones en conflit au Moyen-Orient. Selon ce journal, c'est l'Office fédéral de protection de la Constitution qui a annoncé le chiffre de 910 terroristes présumés qui auraient quitté l'Allemagne pour l'Irak et la Syrie, ce qui constitue selon le rapport une augmentation considérable par rapport à l'année dernière où le nombre de départs enregistrés était de 800. L'hebdomadaire a ajouté que plus de la moitié de ces extrémistes étaient des ressortissants allemands et que près d'un cinquième d'entre eux étaient des femmes. En outre, 145 d'entre eux étaient déjà tués en Syrie ou en Irak. Selon l'annonce faite par le gouvernement allemand, un tiers de ces présumés terroristes sont rentrés en Allemagne. Pour autant, Spiegel a rappelé que le nombre de voyages de ce type depuis l'Allemagne jusqu'en Syrie et en Irak avait baissé d'une façon générale eu égard aux échecs continus subis par Daesh ces derniers mois. Les services de renseignements intérieurs de l'Allemagne avaient annoncé en février que le nombre des extrémistes dans ce pays était passé de 100 en 2013 à près de 1600 cette année. Le renseignement allemand avait ajouté que 570 des 1600 personnes seraient dangereuses, c'est-à-dire capables de commettre de nouvelles attaques terroristes.
En décembre 2016, un terroriste de Daesh a foncé avec un camion dans la foule sur un marché de Noël à Berlin. Cet attentat a coûté la vie à 12 personnes et 48 autres ont aussi été blessés. Le ton monte entre l'Allemagne et la Turquie suite à l'annulation des rassemblements politiques. Berlin rejette les remarques provenant d'Ankara et les qualifie d'inacceptables et demande à la Turquie de garder la tête froide. Selon un responsable gouvernemental, le gouvernement de la chancelière Angela Merkel ne tolère aucune remontrance quant aux décisions prises par les autorités locales. Ce responsable s'est référé aux commentaires du président Recep Tayyip Erdogan qui comparait l'interdiction des rassemblements politiques en Allemagne aux pratiques nazies. La querelle entre les deux pays a interdit les rassemblements dirigés par les ministres turcs alors qu'ils avaient cherché à obtenir un soutien pour le référendum constitutionnel d'avril en Turquie. La chancelière Angela Merkel a tenté de calmer la situation et s'est entretenue avec le premier ministre turc Binali Yildirim à ce propos. Ce dernier a jugé leur entretien productif, mais les deux pays continuent de maintenir leur position. Je voulais venir ici. À quelques semaines des élections présidentielles en France, le président sortant François Hollande qualifie la victoire de la candidate de l'extrême droite à la présidentielle française Marine Le Pen de menace réelle. Affichant ses préoccupations face à la menace de la victoire de Marine Le Pen qui plane selon lui sur son pays, Hollande a insisté sur le fait que la France ne cédera pas à la tentation de l'extrême droite. Le chef de l'État français, qui a accordé un entretien au Monde, incite les Français à ne pas se rallier au Front National. La menace existe car l'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis plus de 30 ans, a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à 6 journaux européens. Mais la France ne cédera pas, poursuit François Hollande lundi à quelques heures d'un mini-sommet européen qui réunira les dirigeants français, allemands, italiens et espagnols à Versailles en banlieue parisienne. C'est l'objectif de tous les populistes, d'où qu'ils soient, quitter l'Europe, se fermer au monde et imaginer un avenir entouré de barrières de toutes sortes et de frontières défendues par des miradors, poursuit François Hollande dans une allusion à son homologue américain Donald Trump. Ainsi réagit le président sortant français pour ultime devoir, avant de quitter l'Élysée à la mi-mai, de tout faire pour que la France ne se laisse pas être séduite par la sirène Le Pen ni porter une si lourde responsabilité. Alain Juppé a déclaré à Bordeaux qu'il n'était pas en mesure d'être l'homme du rassemblement de son camp. Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Tout au long de la semaine dernière, aujourd'hui encore, j'ai reçu de très nombreux appels me demandant de prendre la relève. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Si les pressions qu'exercent sur lui certains de nos responsables le contraignaient à renoncer, le passage de témoin se ferait dans la douleur et ne manquerait pas de laisser des cicatrices. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur, et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Les Français veulent un profond renouvellement de leurs dirigeants politiques et à l'évidence, je n'incarne pas ce renouvellement. Cette aspiration de l'opinion me semble plus forte que le besoin de solidité et d'expérience. Il a ainsi opposé une fin de non-recevoir à ceux qui le voyaient comme une alternative à François Fillon, empêtré dans une affaire d'emploi présumé fictif. À sa sortie de la mairie, interrogé par les médias sur son rôle futur dans la campagne de la droite, il a déclaré « Je soutiendrai celui qui portera nos couleurs lorsque les instances se seront prononcées, sans pour autant dire qu'il votera pour M. Fillon si celui-ci se maintient. » Je soutiendrai celui qui portera nos couleurs lorsque nos instances se seront prononcées. Donc pour vous, ça ne sera pas forcément François Fillon. On verra. Est-ce que vous souhaitez qu'il parte, François Fillon ? Voilà, je n'ai rien de plus à vous dire.
La Corée du Sud a annoncé que Pyongyang a tiré 4 missiles balistiques dont 3 se sont abîmés dans les eaux du Japon. Selon les autorités militaires sud-coréennes, Pyongyang a tiré lundi 6 mars à 7h36 du matin heure locale 4 missiles à partir d'une base dans la région de Tongchang-ri, près de la frontière avec la Chine. La Corée du Sud et les États-Unis mènent une analyse conjointe approfondie pour en déterminer la trajectoire précise, a déclaré un haut responsable militaire à Séoul. L'agence sud-coréenne Yonhap avait annoncé auparavant qu'un missile inconnu avait été tiré vers les eaux japonaises, mais plus tard, on a annoncé qu'il s'agissait de 4 missiles. Le type des missiles lancés n'est pas encore connu, mais pour des sources militaires, il pourrait être des missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre le sol américain. Les missiles auraient atteint une altitude maximale de 260 km, a indiqué l'armée sud-coréenne, pour qu'il ne s'agit pas de missiles balistiques intercontinentaux. Cité par Reuters, un haut responsable militaire américain a dit qu'il ne croit pas que ces fusées sont des missiles balistiques intercontinentaux vu l'altitude maximale qu'elles ont atteinte. En réaction à ces tirs, le Japon a vivement dénoncé l'action nord-coréenne, la qualifiant d'acte de provocation. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe évoque un nouveau degré de menace intolérable. Les essais balistiques nord-coréens ont été effectués en pleine manœuvre militaire conjointe Séoul-Washington. La Chine, seul pays allié de la Corée du Nord, a fait part de son opposition aux tirs de missiles de ce pays, dont 3 sont tombés dans les eaux japonaises, tout en renvoyant dos à dos Pyongyang, Washington et la Corée du Sud. Il existe des règles claires dans les résolutions des Nations Unies sur le tir de missiles nord-coréens. La Chine s'oppose à ce que la Corée du Nord viole les résolutions des Nations Unies en menant des activités dans ce domaine. La Chine considère également que, pour le moment, les États-Unis et la Corée du Sud sont en train de mener des exercices militaires de grande envergure contre la Corée du Nord. Dans la situation actuelle, toutes les parties devraient faire preuve de retenue et empêcher d'aggraver les tensions régionales. L'ambassadeur de la Corée du Nord expulsé de Malaisie a fait lundi ses critiques à l'aéroport de Kuala Lumpur en déclarant que l'enquête malaisienne sur l'assassinat du demi-frère du dirigeant nord-coréen n'était pas du tout impartiale. Les investigations ont été mal orientées par la police malaisienne. Ils ont procédé à une autopsie sans consentement et participation de l'ambassade de la Corée du Nord et arrêté plus tard un citoyen nord-coréen sans preuve indubitable sur son implication dans l'incident. L'ambassadeur a également exprimé sa profonde inquiétude et son regret face à l'escalade de la diplomatie qu'a engendré cette affaire. Kang a reçu un avis d'expulsion de 48 heures samedi par le ministre des Affaires étrangères malaisien suite à son refus de s'excuser pour ses commentaires. Le mois dernier, Kang a déclaré aux journalistes que Pyongyang ne pouvait pas se fier à la manipulation de la Malaisie de l'enquête et a accusé le pays de la collusion avec les forces extérieures. Le Premier ministre de Malaisie a claqué le gouvernement de la Corée du Nord à exiger ses excuses. Nous avons désespérément besoin d'arrêter les combats. Actuellement, nous avons besoin d'obtenir une tranquillité afin de pouvoir avoir accès aux personnes dans le besoin et éviter une catastrophe supplémentaire. Des personnes ont été déplacées, brutalisées et violées. Cherchant de l'aide, elles ont été attaquées. Cela doit cesser, et ça doit cesser tout de suite. Stephen O'Brien, le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, a appelé à un accès complet et immédiat aux personnes dans le besoin. Stephen O'Brien dit que la cause première de la souffrance, ce sont les conflits. Le fonctionnaire a déclaré que l'ONU avait besoin d'urgence de fonds supplémentaires pour étendre et soutenir l'assistance ainsi que la protection vitale dans le Soudan du Sud. O'Brien a fait ses commentaires à la fin d'une visite de 2 jours au Soudan du Sud, 2 semaines après que la famine ait été déclarée dans 2 régions centrales. L'agent de secours de l'ONU a également rencontré des partenaires humanitaires et des représentants du gouvernement. Selon les organisations humanitaires, plus de 6 millions de Sud-Soudanais, qui représentent près de la moitié de la population du pays, ont besoin d'une aide urgente. Ce chiffre devrait augmenter de 30% en 2017.